Parce que Naruto résonnait parfaitement avec son public cible. De toute façon, c'est généralement là qu'il faut aller chercher les succès aussi fulgurants et universels comme Naruto ou encore Harry Potter ou Spider-Man. Naruto qui, je le rappelle, a près de 100 millions de tomes vendus hors Japon. One Piece, par exemple, le manga le plus vendu au monde, en a à peu près 80 millions hors Japon. L'anime est absolument populaire partout et collabore avec des Fortnite, McDonald's ou autres Crédit Mutuel ou Bayern Munich. C'est aussi le manga le plus populaire sur les réseaux et notamment TikTok et Instagram, où une grande partie de l'audience n'a même pas vu l'œuvre émerger dans les années 2000 et l'ont commencé lorsqu'elle était déjà finie, profitant de Netflix pour encore plus perdurer dans l'esprit des collégiens et lycéens actuels. Car, pour rappel, Naruto, ça va faire presque 8 ans que c'est fini. Je suis obligé de vous le dire et vous êtes sûrement stupéfait par ce rappel, tant, bien aidé aussi par Boruto, la popularité de ce qu'on peut raisonnablement appeler un chef-d'œuvre ne faiblit pas malgré les années. Mais pourquoi ? Comment se fait-il que des générations de jeunes adolescents allant de ceux de 90 à ceux maintenant des années 2000 soient tous autant conquis par cette œuvre? Quelle corde sensible Kishimoto a-t-il touché avec son œuvre? Selon moi, il faut remonter au début de Naruto pour y voir l'essence la plus pure. Yo la troupe, c'est motive et on est parti. Naruto, un manga de pur collégien. Ça a beau se passer dans un univers fantaisiste aux inspirations asiatiques moyenâgeuses et quelques touches de SF, Naruto est un manga de collégiens. Et il s'adresse à ceux-ci d'une manière assez unique et poignante, contrairement à ses comparses Dragon Ball, One Piece ou encore bien d'autres, qui eux essayent de te plonger directement dans un univers rêvé, faisant appel à ton imaginaire d'enfant tout en te montrant un peu plus de sexe, un peu plus de violence, un peu plus de virilité et même de l'injustice et des travers moraux pour te galvaniser. Et ça marche très très bien. Naruto en effet te montre aussi un univers supra méga cool, des ninjas, des boules de feu, des démons, des meurtriers et même du sexy metajutsu. Et c'est aussi super bien fait. Mais très tôt dans le manga, on te montre aussi un penchant de l'univers qui te refroidit. Il te refroidit de par son aspect terriblement quotidien pour n'importe quel collégien ou jeune adolescent qui lit au regard de Naruto. J'en profite, je vais souvent faire des comparaisons avec des mangas comme One Piece, Dragon Ball, Hunter x Hunter ou même d'autres shonen neketsu pour mettre en valeur la singularité de Naruto, pas du tout pour descendre ses autres œuvres que je considère tout aussi géniales. Voilà, je précise. Mais alors, quelle est cette chose terriblement quotidienne pour n'importe quel adolescent qui refroidit quand on lit ou regarde Naruto? Il y a des foutues règles, lois, codes dans le monde de Naruto. Dans Dragon Ball, One Piece, la quête de Dai ou même Fairy Tail, c'est pas qu'il n'y a pas de règles, c'est qu'elles arrivent beaucoup plus tard, beaucoup moins brutalement et imposantes que celles dans Naruto. De sorte à ce que les protagonistes, et donc le lecteur lui-même qui s'identifie aux protagonistes, se sentent déjà invincibles avec les amitiés et la détermination qu'il a construit pour les surmonter déjà. Dans Naruto, tout aussi folklorique et extraordinaire soit l'univers de Kishimoto, ses règles et ses lois s'imposent à toi dès le premier tome, incarnés par des adultes. Tu vois des employés de bureau, des fonctionnaires, des soldats, des interdictions, et même des enfants soldats qui vont au camp militaire. Et ça ne fait qu'empirer par la suite. On t'expose en même pas 10 tomes de manière très détaillée les enjeux économiques, politiques d'un pays ou interpays, les jeux de pouvoir, le système hiérarchique clanique. En somme, le jeune adolescent qui regarde Naruto est plongé dans un monde de règles régies par des adultes, ce qui reflète bien plus sa réalité que dans d'autres œuvres. Et c'est aussi différent des shonen neketsu ayant deux réalités, une de fantasy et une un peu plus du quotidien, du lycée généralement, où l'une comme l'autre peut servir d'échappatoire à l'une ou l'autre. Et même si ces histoires essayent et même réussissent à connecter les deux univers pour le développement d'ado à adulte de leurs protagonistes, ici les personnages principaux adolescents sont constamment plongés dans un monde d'adultes qui les dépasse, mais plus que ça qui les entrave, voire même les brise dans leur développement de jeunes ados à adultes. Ainsi, le système clanique strict des Hyuga a assombri la vision de Neji. Ou encore même, dans une scène encore mémorable tant le dialogue était poignant, le devoir d'enfant soldat de Shikamaru lors de l'invasion de Konoha a failli anéantir son souhait d'une vie paisible. Ces scénarios peuvent être largement retranscrits dans la réalité du petit adolescent feuilletant les pages de Naruto. Par exemple, des parents un peu trop stricts qui imposeraient un certain cursus à leur enfant. Ou encore la terrible impression que la vie d'adulte n'est que travail et devoir et qu'on ne pourra plus jamais s'amuser comme on l'a fait lors de notre enfance. Ce qui me fait une parfaite transition pour parler de la plus grande force de Naruto, je pense, le développement de ses personnages principaux. Naruto Uzumaki a commencé par lui. Le principal protagoniste est encore moins épargné par cet univers. Orphelin, rejeté de tous, ou quasiment, il est condamné à une vie de paria. Mais le shonen spirit d'un Luffy, d'un Gon ou d'un Goku, ou même d'un Joe Yabuki, bout aussi en lui, offrant une lueur d'espoir pour lui-même, pour son univers et pour les
les personnages qu'il côtoie et qu'il réussit à faire changer, mais aussi pour le lecteur. Et ce qui fait la force de Naruto Uzumaki, c'est qu'on sent que c'est une lutte permanente pour garder cet état d'esprit, cette détermination, cette volonté de feu, d'aller contre les règles pour se réaliser. À la différence encore d'une fois d'un Goku, ou même d'un Luffy ou d'un Yusuke Urameshi, pour changer un petit peu, on voit Naruto douter, on le voit déprimé et on le voit même pleurer, et ce assez souvent et dès le premier tome, là où il faut attendre un grand événement marquant pour les autres, pour que les autres têtes brûlées daignent à craquer. Et ça fait une grande différence. L'empathie qu'a l'adolescent en contemplant les aventures de Naruto est bien plus grande, et son sort l'intéresse que davantage. Les autres shonen ne sont pas en reste, ils ont tous de bonnes raisons de douter, de déprimer, de craquer, et voire même de passer du mauvais côté, ce qui rend leur détermination, leur obstination à surmonter les règles d'autant plus communicative et frappante. Ainsi voir Rock Lee s'entraîner sans cesse, repousser ses limites et défier la fatalité à plusieurs reprises, tout en étant incertain qu'il y arrive, représentait pour beaucoup d'adolescents, et même de moins adolescents, le pinacle du Neketsu. J'en faisais partie. J'en fais encore partie. La ribambelle de Chunin qu'a créé Kishimoto est super cohérente et évoque chacun des défis, les peurs, les ambitions et les blocages d'un adolescent soldat dans un univers d'adulte qui le contraint. D'un génie paresseux qui aspire que à une vie tranquille, à un enfant qui a peu confiance en lui à cause d'un complexe physique, à celui qui a trop confiance en lui et qui est attaché à son compagnon canin, au gars mystérieux et même au gamin traumatisé à l'enfance hyper violent qui suscitait juste l'incompréhension et les peurs chez ses camarades, et même à la fille banale qui aime le baiser de sa classe et qui tente de s'affirmer aux côtés de ses compagnons. Ils représentaient tous, et ils représentent encore tous, chacun un lecteur de Naruto qui peut s'identifier à un perso en particulier. Mais ce qui va faire des premiers arcs de Naruto une pure masterclass, c'est que ce monde de règles très typique du monde où le public cible de Naruto évolue aussi, dicté par des codes, des lois, avec plein d'adultes, plein de règles et de devoirs et d'interdits, c'est que ce monde-là va pas seulement les contraindre et agir comme une forme de destinée sur eux, mais va aussi les pousser et les mettre en compétition, ce qui va rendre plus intenses les violences, les amitiés et les rivalités créées, et parfois même les deux à la fois, comme notre cher duo Naruto-Sasuke, ce qui en plus d'être très cathartique avec ses nombreuses techniques ancestrales, armes blanches et autres pirouettes et pyrotechnies, va être aussi un reflet du vrai monde dans lequel évolue le public cible, où chaque jeune adolescent, peu importe le domaine qu'il fait, se sent en concurrence avec les autres, et l'est factuellement, avec les filières, les notes, les clubs pour ceux qui font du sport. Si on parle de monde d'adulte, on doit aussi parler de personnages adultes dans Naruto, et leur présence qui est tout aussi primordiale dans l'alchimie de l'œuvre. Ils sont introduits dès le début, très présents, et encore une fois, comparé à d'autres œuvres, où ils peuvent être un peu moins présents ou moins adultes dans leur comportement, ici ils sont traités comme les directeurs, les parents, les autorités, ou surtout comme les professeurs et mentors qu'un jeune adolescent peut rencontrer dans sa vie. Ces personnages ajoutent un poids et de la consistance, et aussi un peu de tragédie dans le monde de Naruto. Même s'ils ne sont pas tous fondamentalement tristes, et peuvent même être assez loufoques pour certains, pour la plupart ils sont caractérisés comme étant légèrement mélancoliques, dramatiques et nostalgiques. Comme si eux aussi ils ont subi tout le système qu'ils n'ont pas choisi, ont dû faire des choix qu'ils ne voulaient pas vraiment faire et pris des décisions ou des indécisions qu'ils regrettent. Ils représentent un avenir un peu maussade pour nos jeunes protagonistes. Parce que je suis pas vraiment certain qu'un Naruto, qu'un Neji ou même qu'un Kiba rêve de combattre et faire des guerres toute sa vie pour mettre après des Chidori dans le cœur de ses amis, ou voir l'un d'eux se transformer en un des plus grands meurtriers du monde pour enfin tuer leur maître. Je pense qu'ils aspirent à quelque chose un peu plus cool que ça, je pense. Du premier micro-antagoniste du premier chapitre de Naruto à la tragédie de l'histoire de Zabuza jusqu'au dernier combat de Hiruzen Sarutobi qui toute sa vie regretta ses choix et son traitement d'Orochimaru, on a des personnages adultes qui sont pas placés sous le signe de la chance et de la joie. Malgré tout, tout n'est pas que fatalité car la dimension maître-élève dans Naruto est forte et la transmission, plus que de technique, mais d'une volonté de shinobi est au cœur des relations et c'est extrêmement réconfortant de voir ça. Même s'il y a aussi la dynamique inverse qui se produit avec des adultes enchaînant, entraînant ou simplement utilisant les jeunes personnages à de mauvais dessins. Vite fait juste avant de continuer la vidéo, mets un pouce bleu quand même. Mets vite fait quand même ouais, ton pouce bleu, abonne-toi si t'es pas abonné. Voilà c'est fait comme ça, allez on reprend. Un de mes personnages adultes préférés et les personnages tout court préférés, c'est Kakashi Hatake qui est tout de suite caractérisé comme un ninja relativement fort mais teinté de mystère et de mélancolie, de nostalgie. Où on nous montre subtilement qu'il en a vécu, qu'il en a bavé, comme il le laisse entendre lors de ses interactions avec Sasuke, et d'ailleurs ça se voit parfaitement avec son chara-design, où sa coupe de cheveux, qui dégarnit son visage, le rendant un peu plus positif, ne tient seulement qu'à son bandeau de ninja de Konoha. C'est seulement grâce à la volonté du feu qui l'anime et qu'il tente de transmettre, que sa coupe de cheveux ne s'affaisse pas et ne recouvre pas son visage, ce qui lui aurait donné un air beaucoup plus maussade. D'ailleurs, le chara-design est aussi un bon indicateur de la dynamique qu'il y a entre les jeunes et les personnages plus âgés. Tous les personnages adultes sont dans des uniformes
qui les uniformise du coup, pour les rendre plus anonymes, rattachés à un système qui les dépasse, dont ils en sont que des rouages sans personnalité, ou plutôt leur personnalité, leur individualité est étouffée par leur devoir d'adulte. Ainsi Jiraiya fait exception avec son chara design loufoque, car c'est littéralement un ermite qui obéit à aucune règle autre que celle de son cœur. Ainsi eux les Chunin, à travers leur chara design, peuvent pleinement encore exprimer leur individualité. Masashi Kishimoto, plus que de viser ou de chercher à plaire aux jeunes adolescents, il avait quelque chose à leur dire, quelque chose à l'instar de ses personnages mentors, quelque chose à leur transmettre, un message d'espoir et d'encouragement à s'affirmer et à s'affranchir des règles préétablies d'un univers qui peut paraître sévère, contraignant ou même cruel. C'est pour ça qu'on entend souvent au sujet de Naruto que ce sont de belles leçons de vie qui les ont aidés dans leur adolescence, dans leur vie. À ce titre, je trouve qu'on ressent l'influence d'un des mentors de Kishimoto, Akira de Katsuhiro Otomo, où on y voit dans un monde encore plus violent régi par des adultes qui se dévorent les pouvoirs politiques, sociaux et militaires, des gamins livrés à eux-mêmes, pris dans cette discorde, sentant tout le poids du destin les écraser, mais qui dans l'instant attachent plus de cœur à des relations tendues d'amitié qui peuvent aller très loin. Je vous recommande son visionnage ou sa lecture d'ailleurs. Pensez à partager la vidéo, pensez à regarder la description et à plus dans le bus.